Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Plus personne de moyennement perspicace ne se fait de doute sur la chute imminente, voire l'implosion du régime qui s'obstine de toutes ses forces, des forces qui lui restent, à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et c'est lui-même qui donne tous les jours les indices irréfutables de son inéluctable fin. Il est à l'agonie. Et les seuls signes de vie qui émanent de ce qui reste de lui sont des tics nerveux, des soubresauts inconditionnés, des spasmes d'agonie. Mais la pléthore de ces spin doctors et autres apprentis sorciers, une composante très composite, très hétéroclite, faite de briques et de brocs, n'ont fini pas de proposer, non pas des alternatives, non pas des initiatives de conciliation, mais des propositions en tout genre, toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Un aréopage de conseilleurs, de pacotille, devenu une sorte de boîte de géo-trouve-tout où les rapetous viennent puiser leur recette du jour pour tenter de conjurer ce satané Hirak qui les empêche de dormir. Et c'est ainsi que tous les jours que Dieu fait, la junte, véritable et seul cœur nodal du pouvoir, se déploie dans ce qu'elle croit être une stratégie, le grand mot, et qui n'est bien souvent rien d'autre qu'un énième coup tordu, une arnaque de larron, une chose-trappe destinée seulement à diviser le Hirak, à semer le doute en son sein, à fabriquer des ennemis de la nation. Autant de piètres complots, tellement contre-productifs pour lui-même, pour ce régime, et qui provoquent bien souvent des gorges chaudes dans les chaumières, comme cela a été le cas de l'affaire Dahdoh. Mais le gros problème dans cette mort lente du régime se trouve dans le risque que ces vaines gesticulations ne provoquent de tragiques répercussions à effet retard, comme autant de bombes à retardement dont ils n'imaginent même pas les conséquences et qui pourraient se révéler ravageurs avec le temps. C'est le cas de ce qu'il est en train d'improviser avec l'affaire du MAK, Mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Il sait, ce régime, tout l'attachement des Algériens à l'indivisibilité, à l'unité de leur pays. Il sait, et il le sait très bien, que le MAK était ultra microscopique en Kabylie. Mais il sait aussi, ce régime, qu'il est dans les traditions démocratiques de la Kabylie de laisser s'exprimer les siens, quoi qu'ils disent, et même si elle est foncièrement opposée à leur discours. C'est le cas du MAK, qui n'a jamais réussi à convaincre la société kabyle, du moins dans son ensemble, du moins dans sa majorité, du moins dans une composante importante de sa société. Mais c'était compté sans cet apprenti sorcier qu'est ce régime, qui fait tomber la grêle dévastatrice quand il promet la pluie. Et il ne s'est jamais privé, ce régime, d'utiliser cette corde très sensible
à chaque victoire du Hirak, n'hésitant pas à désigner toute la Kabylie, comme une région séparatiste, pour la couper du reste du Hirak, de la même manière qu'il n'a pas hésité à faire l'amalgame entre le drapeau du Mak et celui de l'Amazirité, ce qui n'a absolument rien à voir. Et il le sait, mais il ne s'en prive pas. Il est ainsi, ce régime, dans la plus totale, dans la plus intégrale subversion, dans une abominable contre-révolution. Et il ne se prive surtout pas de semer les ferments de la peur, de la division, de l'exécration entre les Algériens. Il croit avoir enfin trouvé la panacée, la stratégie idoine, le nec plus ultra de l'endiguement pour étêter le Hirak, pour le priver de ses élites les plus actives, les plus visibles. Autrement dit, empêcher légalement, en se servant de sa justice aux ordres, empêcher légalement ces hommes et ces femmes les plus emblématiques du Hirak de s'exprimer, de manifester, d'appeler au boycott et à la désobéissance civile. Et pour cela, la panacée est très simple. La solution est très simple. Les mettre, ces gens, les plus visibles du Hirak, sous contrôle judiciaire, avec de très fortes restrictions pour les empêcher de s'exprimer dans les médias, de sillonner leur propre pays, de participer à des initiatives politiques. Une autre méthode se concocte en ce moment même dans les officines des spin doctors. Accuser d'autres hirakistes parmi les plus visibles de terrorisme ou de connivence avec le terrorisme. Un terrorisme décliné dans ses caractéristiques les plus improbables. Un même palier où il met Rachad et le Mak, deux entités aux antipodes l'une de l'autre. Un mouvement politique d'obédience conservatrice, pour ne pas dire islamiste, dont le pacifisme est l'un de ses plus confirmés, de ses plus affirmés credos, et le Mak, un mouvement séparatiste très catégorique, qui considère l'Algérie comme un pays colonisateur, mais qui à aucun moment n'a manifesté la plus petite tendance au terrorisme et à la violence. Et très curieusement, ces deux mouvements, tous les deux récents, et qui n'ont pas l'ancrage politique dans la société algérienne que leur prête la propagande, ont donc été convoqués par le régime pour servir d'épouvantail, pour servir de repoussoir, pour semer le doute au sein de tout un peuple et lui faire craindre le pire. Et ce régime et ses spin doctors sont dans une telle improvisation, dans une telle confusion, qu'ils ont hissé ces deux mouvements à un niveau de popularité dont les deux n'auraient jamais osé rêver seulement. Le régime est devenu leur meilleur VRP. Et c'est dire à quel point il est incompétent en tout. Et c'est dire à quel point il est contre-productif, y compris pour lui-même. Et c'est dire à quel point il ne sait pas lui-même qu'il est déjà mort.
Algérie, les événements se précipitent. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Avant de vous présenter nos invités, je rappelle que nous sommes aujourd'hui la journée de l'étudiant. Nous aurons donc avec nous Abdelrahim Moussawar, militant politique du FFS. Merci d'être avec nous, Abdelrahim. Bonsoir, salam alaikum. Dans un premier temps, je souhaite Aïd Moubarak à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. En face de vous, Nordin Aoussat, professeur Nordin Aoussat, écrivain, conférencier. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Sidi Jamaldine. Merci. Alors, au téléphone, Tinhinan Al-Qadhi, universitaire, London School of Economics. Professeur Tahar Khelfoun, enseignant, universitaire, juriste. Qadour Chouicha, syndicaliste, défenseur des droits de l'homme, universitaire. Et maître Ahmed Mabarak, avocat. Nous allons commencer avec Tinhinan Al-Qadhi. Tinhinan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Tinhinan, vous êtes l'une des 100 signataires de cette pétition. Je crois que c'est une pétition ou un appel. Plutôt une pétition. Et donc, je vais essayer d'en lire une partie très vite. Les universitaires disent non à la répression. Les marches populaires et pacifiques dans les différentes wilayas du pays ont subi une vague répressive sans précédent, avec l'arrestation de plusieurs centaines de citoyens, sans distinction, femmes, enfants, personnes âgées, jeunes. Des cadres de différents secteurs, des intellectuels et des universitaires qui représentent la fierté de ce pays n'ont pas échappé aux arrestations. Est-il normal d'arrêter un journaliste qui transmet l'information? Est-il normal d'arrêter un avocat qui défend les citoyens au nom de la loi? Est-il normal d'arrêter un professeur d'université qui a préféré rester en Algérie pour former les enfants de son pays? Est-il normal d'arrêter un étudiant qui exprime l'amour de son pays par un militantisme pacifique? Non, absolument non. Nous, universitaires algériens et algériennes, disons non à la politique de la peur et de la répression. Nous condamnons fermement la politique du tout sécuritaire empruntée par les pouvoirs publics pour faire échec au Hirak pacifique et responsable dont ils ont vanté les mérites devant l'opinion nationale et internationale. Cette escalade qui vise à imposer un agenda rejeté par la grande majorité des Algériens aura des conséquences gravissimes qui ne feront qu'accentuer la rupture entre le peuple et le pouvoir politique. Et je m'arrête là. Après viennent vos exigences. Nous exigeons des pouvoirs publics, etc. Vous allez nous dire. Tinhinan, je vous laisse la parole. Oui, en effet, on a été un groupe d'universitaires algériens à signer cette pétition parce que le temps est grave. Donc, comme tout le monde l'a remarqué, les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence de la répression et de la violence contre les activistes du Hirak. Et donc, notre texte vient pour signer, voilà, dire que ça peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il y a eu Larbi Rabdi, qui est enseignant universitaire à l'université de Stif, qui a été condamné à 1 an de prison. Le professeur Jamel Mimouni à Constantine a aussi été mis sous contrôle judiciaire. Il y a clairement une intimidation contre les universitaires algériens qui participent aux marches du Hirak, qui sont acteurs de la révolution populaire. Et donc, le rôle de cette initiative, de cette pétition, c'est vraiment de dire que les universitaires algériens ne sont pas d'accord avec cette démarche, que la répression ne peut pas être une solution. Le peuple algérien est dans la rue depuis plus de 2 ans aujourd'hui et il demande de manière pacifique un changement démocratique. Et la répression n'est vraiment pas une solution et ça ne va clairement pas permettre de créer le consensus nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, l'Algérie traverse une crise économique majeure, une crise sociale majeure et on ne pourra régler aucune de ces crises
sans régler le problème politique au préalable. Et clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malheureusement, le régime n'a pas de solution politique et du coup, la répression reste son seul bâton en main. Voilà. Mais donc, justement, Tinhinan, on aura remarqué que plus les intellectuels de plus en plus nombreux se prêtent à des déclarations, lancent des appels, signent des pétitions, dans le même temps que les intellectuels sortent un peu de, j'allais dire, de l'anonymat, de l'indifférence, de cet unanimisme tacite. Dans le même temps, comme vous venez de le dire, le régime multiplie ces agressions contre le Hirak, multiplie ses représailles, ses menaces, ses intimidations. Ça signifie quoi, à votre avis? Qu'il est en panique? Qu'il veut faire peur? Oui, clairement, la répression n'est pas un signe de force. C'est un signe de faiblesse, un signe que le régime panique, qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'a plus que sa feuille de route a montré ses limites. Les Algériens ont massivement boycotté les élections du 12 décembre 2019. Le référendum du 1er novembre 2020 a été un fiasco. Et donc, aujourd'hui, le régime veut absolument faire passer les élections législatives et il n'a pas réussi à convaincre les Algériens de sa feuille de route, de son projet politique. Et donc, la violence, la répression, les arrestations, les intimidations sont la seule arme qui reste au régime aujourd'hui. On rappelle que historiquement, le régime algérien a toujours eu recours aussi à la manne pétrolière, à la redistribution de la rente pour essayer d'acheter une clientèle, pour essayer de convaincre une base sociale. Aujourd'hui, la crise économique fait que le régime n'a plus les moyens de redistribuer et d'acheter la paix sociale. Et donc, on se retrouve dans cette situation où c'est un régime qui n'a rien à offrir. Et du coup, la répression reste sa seule carte. Après, ce n'est pas comme ça qu'on pourra avancer. Clairement, c'est une situation politique très précaire. Et de ce que l'on sait des autres modèles, quand on est dans une situation de fragilité institutionnelle comme celle où se trouve l'Algérie aujourd'hui, on ne peut rien bâtir, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit en termes de réforme sociale. Voilà, le pays se retrouve malheureusement pris en otage et c'est vraiment dramatique pour l'Algérie aujourd'hui. Tinhinan El-Qadhi, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Qaddour Chouicha est avec nous. J'aimerais qu'on corrige le prénom de Qaddour Chouicha. Qaddour s'écrit avec un A. Qaddour Chouicha, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation et le bonjour aux invités, aux gens de Maghrébia et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors, Qaddour, le problème est que ce régime semble avoir trouvé une stratégie, si on peut l'appeler ainsi. Il est en train de repérer dans le Hirak, au sein du Hirak, et pas seulement à Alger, vous en êtes l'exemple le plus visible. Il est en train de choisir des têtes de proue, des hirakistes parmi les plus visibles, parfois parmi les plus emblématiques, pour les réduire au silence. Comment? Il est en train d'essayer une nouvelle expérience. Après l'incarcération, maintenant c'est le contrôle judiciaire. Il les place sous contrôle judiciaire, avec des restrictions très très larges, qui les empêchent de bouger, qui les empêchent de parler, qui les empêchent d'aller aux télé, de faire le Hirak, etc., sous peine d'être remis en prison. Et c'est votre cas, et le cas de très nombreuses personnes, une trentaine à peu près. Et en plus de tout cela, il est en train de faire planer sur eux le spectre de l'accusation de connivence avec le terrorisme. Alors, Qaddour Chouicha, sur ce sujet. Je corrige d'abord, moi et mon épouse, nous sommes en liberté provisoire, mais mon ami
Saïd Boudour, qui est journaliste et membre aussi avec nous de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, est sous contrôle judiciaire. Donc, ce que vous dites est vrai. Pourquoi? Maintenant, si on essaie de comprendre la raison, bon, d'abord, la première raison triviale, c'est la répression, c'est pour intérioriser la peur chez tous les hirakistes. Mais il y a le fait que ce régime pense que ce hirak n'est pas le hirak du peuple, il est le hirak d'une sorte d'élite ou bien de chef, et que le peuple ne fait que suivre. Alors, ils se disent, si on touche les têtes, on aura sûrement raison du hirak de la façon la plus facile. Je pense qu'ils se refusent de comprendre et que le hirak, c'est le hirak du peuple algérien, de la population. Quelles que soient les composantes, quelles que soient les idéologies, tous ceux qui sortent dans le hirak sont pour la même décision, sont pour le même but, sont pour le même objectif, c'est qu'il nous faut changer dans ce pays. Il faut qu'il y ait un changement radical. Et ce régime, comme c'est un régime militaire qui se perpétue, qui travaille, qui dirige suivant une chaîne de commandement, a l'impression que dans le hirak, c'est la même chose. Alors que ce n'est pas vrai du tout. On peut mettre tout ce qu'on veut en prison. Le hirak continuera. Même s'il y a la répression, le hirak continuera parce que chaque citoyen est mu par cet objectif, est mu par cet idéal, est mu par ce rêve. Et je pense que là, ils ne peuvent pas du tout comprendre. En plus, je pense que ce régime est en train de jouer sa peau. Parce que s'il n'arrive pas à montrer au niveau international qu'il a pu mener à bien ces élections législatives dans un calme plus ou moins précaire, je pense qu'il sait qu'on lui dira, on vous a donné plusieurs années pour essayer de maîtriser, pour essayer d'avancer, vous n'avez pas pu, donc la solution ne peut pas être avec vous. C'est pourquoi cette férocité dans la répression, c'est pourquoi cette exacerbation dans la répression, c'est parce que d'abord il est en train de jouer sa peau. Et après, il se posera des questions après. Mais maintenant, son objectif le plus immédiat, le plus urgent, le plus important, c'est essayer de montrer qu'on peut maîtriser les élections, qu'on a pu maîtriser les élections, pour qu'on nous laisse encore au pouvoir. Mais, Khadour Chouicha, ce régime, bon, donc, semble avoir opté pour une stratégie, c'est du terrorisme, hein, pour appeler les choses par leur nom. Il veut terroriser les gens pour les empêcher de rejoindre le hirak, notamment les élites de ce pays, de cette société, dont il a très très peur, et donc il est en train de cibler pour le moment les rares, ça reste encore une exception, hein, les rares intellectuels, universitaires et autres qui s'engagent très fortement pour dissuader les autres de le rejoindre. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir dans cette entreprise ? Non, pour appliquer la répression, je pense qu'il est connu pour pouvoir appliquer la répression. Mais son objectif de faire dissoudre, de faire imploser le hirak par toutes ces mesures de répression, d'activation, de clivage soi-disant idéologique, d'activation du soi-disant terrorisme, son but est de faire disparaître le hirak, mais je pense que le hirak ne peut pas disparaître. Quelle que soit la teneur de cette répression, quelle que soit la gravité de la répression, le hirak ne va pas disparaître. Pour s'en convaincre, je crois que pour ceux qui ont des fois des doutes, il suffit de regarder les vidéos et voir cette jeunesse, cette population, femmes et hommes de tout âge, crier et dire leurs rêves. Je pense que tout le monde comprendra que ça ne peut pas disparaître de cette façon-là, ça reste là. Donc, en fait, le régime est en train d'approfondir la crise, parce que la crise politique que nous vivons, qui est celle de Hirak, est en train d'être rejointe par une crise économique et sociale. Et donc, c'est un approfondissement de la crise, qui maintenant, c'est au Hirak, c'est à la population d'être intelligente pour dire que nous devons regrouper ceux qui ont des revendications sociales avec ceux qui ont des revendications politiques, parce que ça ne fait qu'une seule revendication qui en réalité est politique. C'est au monde du Hirak d'être assez intelligent pour renverser un peu la table sur
le régime. Mais ce régime-là, moi je suis convaincu qu'il ne peut pas imposer le silence au Hirak. Il peut faire peur à certains, il peut les mettre en prison, il peut les mettre sous contrôle judiciaire, il peut fabriquer des accusations très grosses et grossières, comme celles qui nous touchent, moi, mon épouse et d'autres. Il ne faut pas les oublier, qui sont avec nous dans la même affaire, qui sont de simples hirakistes, tout simplement. Ils essaient de vouloir un changement en Algérie. On leur colle des accusations grossières. Le but, c'est donc de faire peur, mais sincèrement, chaque fois que je regarde un peu le Hirak au niveau national, je sais que on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, on arrivera à la solution avec plus ou moins de dégâts, suivant est-ce que dans ce régime, il y a des gens qui ont compris qu'il y a une différence entre l'Algérie et eux, et est-ce qu'au niveau international, ceux qui les soutiennent auront compris qu'ils ne peuvent pas encore continuer à soutenir un régime qui risque d'emmener toute la région dans une crise qui fera beaucoup de mal à toute la région, mais pas simplement en Algérie. Dorchouicha, merci beaucoup, merci pour votre courage. Je rappelle qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, que vous risquez d'être incarcéré de nouveau pour avoir participé à cette émission, mais vous n'avez pas hésité. Je vous en remercie, nous vous en remercions tous, vous ainsi que madame, votre épouse. Jamila Loukil, dont je rappelle que c'est une journaliste très engagée aux côtés du Hirak. Chaban Qassi. Bonsoir Jamel. Bonsoir Chaban. Alors, bonsoir Nordina Oussat, bonsoir aux téléspectateurs. Quoi de neuf Alors, pour commencer, vous allez avoir ces quelques images sur ces unes de presse. Je vais inviter Abdelhaï Karim de vous les proposer à l'écran. On va d'abord rendre hommage à ces enseignantes de Bolj Badji Mortar, 12 enseignantes donc, qui auraient été agressées et violées par 4 individus munis d'armes blanches dans un établissement donc, dans le sud d'Algérie. Vers 2 h du matin la nuit dernière, elles auraient donc subi un viol collectif pendant 2 heures, un vrai calvaire en présence d'un nourrisson. Une agression lâche et inhumaine, c'est la 4e du genre, hein, c'est pas nouveau, hein, dans ce lycée numéro 10, il est isolé. On avait tout à l'heure notamment Méziane Meriem au téléphone et puis Boualem Amoura. Donc je vous le disais, un supplice qui a duré de 2 heures, durant lesquelles donc ce viol, ces agressions physiques et sexuelles. Pardon, oui. Chaban. 12 enseignantes. Oui, c'est ça, exactement. Elles ont toutes été violées? Oui, c'est en tout cas les informations. C'est les dernières. Par 4 agresseurs. 4 agresseurs, donc violation donc sexuelle, viol sexuel, vous l'avez compris, et puis physique, des séquelles psychologiques, des vols aussi, notamment des PC portables, des téléphones, de l'argent en liquide. Elles étaient dans un logement de fonction. C'est ça. À l'intérieur d'une école. C'est ça, exactement. Là au milieu de la ville. Alors, c'est un lycée apparemment assez isolé tout de même, oui. Où donc, ce sont d'abord, il faut savoir que ce sont souvent des professeurs, donc la féminine en l'occurrence, qui se déplacent, qui quittent leur région pour aller enseigner dans ces régions que vous connaissez mieux que moi. Des régions déshéritées, enclavées. Tout à fait. Donc, ce n'est pas la première fois, puisque les syndicats ont déjà alerté le pouvoir algérien, les forces de l'ordre, le ministère de l'Éducation notamment, pour être protégés. Ça n'a pas été le cas et vous voyez le résultat. Aujourd'hui, on va parler notamment... Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont des hirakistes. C'est exactement le cas... C'est le cas de le dire, toute transition toute faite avec ce que je vais vous proposer par la suite. Le syndicat algérien des travailleurs de l'éducation donc, ont informé hier que les institutrices ont été admises à l'hôpital de la ville dans un état psychologique catastrophique. Certaines d'entre elles ont été blessées, dont 2 graves. L'ensemble des enseignantes et des enseignants de Bolj Badji Mortar, donc bien évidemment, ont quitté leur poste en guise de solidarité. Ça se comprend avec leurs collègues, elles le disent sauvagement agressées. Méziane Meriem, donc, qui dit que des enseignantes agressées et violées donc à Bolj Badji Mortar dans leur logement de fonction, vous le disiez, 2 d'entre elles ont été poignardées, se trouvent à l'hôpital dans un état grave. Il dit agresser des enseignants à l'intérieur de leur résidence est une affaire très grave et démontre l'absence, encore une fois, de sécurité pour les enseignants, donc l'absence de l'État. Il dit clairement c'est aux autorités locales de protéger ces enseignantes. J'ai eu Boualem Amoura tout à l'heure avec notre collègue à la rédaction qui dit il n'y a aucune délégation s'est déplacée et derrière ça, il faut savoir
savoir qu'il y a aussi... Le ministre ne s'est pas déplacé? Apparemment, il n'y a aucune Louali ne s'est pas déplacé? Il y a aucune... Je sens votre ironie, mais c'est grave. C'est très grave. C'est pas ironique. Je non, suis offusqué, révolté, outré. Mais c'est des réponses que vous connaissez. C'est pas la première fois, malheureusement. Et il y a aussi des séquelles psychologiques, des séquelles familiales. Il y en a une d'entre elles qui avait prévu son mariage. Vous connaissez la culture algérienne, vous connaissez les traditions, les coutumes, la pudeur et la virginité. Donc là, effectivement, c'est un mariage qui, malheureusement, pour l'instant, s'annonce très difficile. Alors, toute transition toute faite, on va passer maintenant. Sachez qu'il n'y a pas une semaine où la presse française, la presse internationale ne parle pas de l'Algérie au niveau de la répression, notamment à commencer par, vous l'évoquiez, vous en parliez encore hier et tout à l'heure, donc le pouvoir qui a classé d'organisation terroriste ces deux mouvements basés à l'étranger. Alors si je vous dis 1er novembre et 12-12, vous allez me dire 12 juin. Il faut savoir qu'à l'approche de ces législatives anticipées, le pouvoir cherche par tous les moyens à discréditer, à faire taire le Hirak, des arrestations, des condamnations, des signes de faiblesse, on l'a vu tout à l'heure, une arme en mousse, mais pas que, des techniques d'intimidation, de division. Il tente aussi d'opposer malheureusement les Algériens les uns contre les autres, les régions les unes contre les autres, notamment créer des suspicions et des craintes. On n'y revient pas, mais pas plus tard encore qu'hier, tenter de créer des intimidations et des oppositions en annonçant que ces deux mouvements Rachad et le MAC sont des terroristes. C'est ce qu'a annoncé le Haut Conseil de sécurité présidé par le chef de l'État Tebboune, qui s'est penché sur les actes hostiles et submersifs commis par les mouvements dits Rachad et MAC. Je cite le communiqué, pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité. Voilà ce que dit le communiqué de presse hier. Bon, il faut savoir que certains mouvements comme Rachad et le MAC, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas, mais depuis maintenant quelques années, il n'y a eu aucun mouvement de terrorisme. Alors, de leur part, ce qu'il faut savoir aussi, qu'à l'inverse, il y a une campagne de séduction, puisqu'il faut savoir que le 22 février, vous le savez, a été déclaré béni par le Tebboune. Voilà, exactement. Il y a des histoires d'eau où l'Algérie pourrait retrouver un peu plus d'eau en 2021. Quel scoop, croyez-moi, c'est le cas de le dire. Et puis, bon, on ne va pas cracher dans la soupe, mais ces avions qui pourraient repartir et permettre aux immigrés. Donc, à la fois, à partir du 1er juin. À partir du 1er juin, on n'en a pas encore les éléments. En maintenant les frontières terrestres fermées, exactement. Et en appliquant des prix, comment on appelle ça, des prix des billets. Oui. Je donne un exemple. Paris-Alger, 800 €. Et ils ne vous laissent même pas le choix de partir par la Tunisie, puisque les frontières terrestres sont fermées. Un nombre limité de vols. Et 5 vols par semaine. Et encore, on n'a pas toutes les infos. Et pour terminer là-dessus... Par semaine ou par jour? Par jour, 5 vols par jour. On n'a pas encore tous les éléments. Oui. Voilà. Juste une parenthèse là-dessus, c'est qu'il faut savoir que ces 5 vols aussi sont liés à la gestion à l'arrivée. Imaginez-vous 500 personnes qui arrivaient à l'aéroport pour faire des tests, des fils, enfin vous comprenez un peu. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de répression. Vendredi dernier, 31 personnes, 23 à Sétif, 8 à Bab el Oued, qui ont été jugées et condamnées par des peines allant d'1 an à 18 ans de prison ferme. Et notamment, au total, c'est 44 manifestants qui ont été placés sous mandat de dépôt la semaine dernière pour Saïd Salhi, donc la Ligue algérienne des droits de l'homme. C'est la première fois que nous assistons à une telle escalade dans les jugements depuis 2019. Merci Chaban. Alors, nous avons Maître Ahmed Mabarak depuis Wahran avec nous. Maître Ahmed Mabarak est avocat. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie aussi. Bonsoir, c'est Vnan. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi cette stratégie du régime de mettre les gens sous contrôle judiciaire ou de les relâcher en liberté provisoire? Est-ce pour les empêcher de s'exprimer? Est-ce pour susciter une vague d'inquiétude, de l'appréhension, j'allais dire, du doute au sein du Hirak, à votre avis? Moi, j'avais d'abord défini cette stratégie comme rentrant dans la politique sécuritaire et judiciaire, de manière à, parce que ne pouvons pas empêcher. Je pense que le pouvoir avait pensé que la reprise du Hirak qui s'était faite lentement, qu'elle allait s'arrêter à un moment. Mais vu que ça ne faisait qu'augmenter, je pense qu'ils ont augmenté la vitesse. Et donc, pour eux, tout ce qui est... il faut tirer sur tout ce qui bouge et sur tous les gens qui sont susceptibles, enfin,
d'avoir été classés comme, disons, des personnes influentes du Hirak dans toutes les villes. Donc, c'est-à-dire les personnes généralement les plus visibles par le Hirak, même si elles-mêmes, ces personnes, ne se revendiquent pas comme des leaders, hein, c'est clair. Non, non, ils ne se revendiquent pas des leaders. Si vous voulez, sur le terrain, moi je parle en connaissance de cause parce que je participe à toutes les marches en tant que hirakiste, tout simplement. Je vous prendrai l'exemple des gens qui ont été poursuivis dans l'affaire du dossier d'Oran. Ce sont des catégories représentatives d'une frange du Hirak. Hein? Vous avez par exemple l'exemple de M. Chouicha Bodo. Chouicha étant un leader et un président de la Ligue des droits de l'homme, il est dans le syndicat des enseignants. Bodo était un journaliste très, très, très influent sur la place d'Oran, très écouté. Et il fallait trouver aussi des têtes autres. Par exemple, dans l'affaire Chouicha, Bodo, etc., vous avez des groupes de jeunes qu'on a pris en exemple. L'exemple même, c'est par exemple celui de Elias Karim, qu'on appelle Fahd El-Wardi, qui lui est un jeune, parmi les jeunes, les supporters du Mouloudia, etc. Donc il drainait une masse de jeunes avec lui à l'occasion des différentes marches, du mardi, du vendredi. On l'a vu à Alger, on l'a vu se déplacer un peu partout. Donc il fallait... il tape sur les rassembleurs. Voilà, les gens qui sont plus ou moins rassembleurs. Moi-même, avec un confrère, Maître Boussak, je vous l'avais dit la dernière fois, nous avons été l'une des personnes qui ont fait casser l'empêchement d'une marche. Il y avait une marche du 102e vendredi qu'on voulait empêcher. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis au premier rang avec un groupe d'avocats et on a essayé de casser, si vous voulez, avec l'interdiction. Ça a marché et par là, nous-mêmes, on a été visés pendant un certain temps. On a fait l'objet de sévices. Mon confrère Boussag a fait l'objet de sévices et il y a une plainte qui a été déposée contre les services de sécurité. Moi-même, j'avais déposé une plainte contre les services de sécurité auprès du parquet général et on vient de m'en notifier cette semaine un classement provisoire au motif que l'enquête n'a pas pu identifier celui qui m'aurait, disons, porté les coups que je portais. Donc, voilà le... Alors, d'après vous, Maître Mbarak, Wahran, à un certain moment, elle avait forcé le blocus qui lui était imposé et c'était devenu une place forte du Hirak. En même temps que Tlemcen, Constantine, Annaba. Est-ce que ces mesures... Est-ce que ces mesures de restriction, de répression, de mise sous contrôle judiciaire, liberté, est-ce que ces mesures, ce sont ces mesures qui ont fait que le Hirak ait un peu marqué le pas à Wahran? Effectivement, je vous l'ai dit la dernière fois, il y a... D'ailleurs, ça résulte de la procédure qui a été poursuivie contre Chouicha Bodo-Réot, parce que l'affaire Chouicha et Bodo-Réot, c'est une affaire qui a été montée contre tous les fondateurs, les membres du réseau Rached, en commençant par l'Arbizitot jusqu'à un certain nombre de gens. Il y a une vingtaine de personnes qui sont citées dans la procédure, 22 ou 23 personnes. Et dans laquelle on a inclus les gens d'Oran, des gens de Flaz, etc., pour, si vous voulez, concocter un dossier de soi-disant de complot et de création d'un groupe de jeunes et au départ d'Oran, et dans laquelle on a voulu coller Chouicha, Boudor, etc. Alors que ce sont des gens qui n'ont rien à voir ni avec Rached, ni avec toute autre organisation, comme les jeunes qui ont été poursuivis. Nous, à Oran, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une mesure, je vous l'ai dit la dernière fois, ça résulte la procédure parle d'une décision du Conseil de sécurité au niveau de la wilaya, qui avait été à une réunion qui aurait eu lieu le 22 avril de 2021, par laquelle il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été décidées, à savoir l'interdiction formelle de circuler
dans la place Place d'Armes. place d'Armes, place du 1er novembre. Interdiction d'abord d'y pénétrer, de circuler dans le périmètre et d'empêcher toute velléité de rassemblement dans le périmètre de la place du 1er novembre et sur tout le circuit de la marche du vendredi qui allait de la place d'Armes à la Wilaya. Et ça, ce sont les mesures qui ont été décidées par le Conseil de sécurité au niveau de la Wilaya d'Oran. C'est une décision. Vous savez, Maître Ahmed Mabarak, Voilà. quand vous énumérez ces techniques, ces méthodes, ces dispositifs sécuritaires, judiciaires, vous savez ce que vous me rappelez? Ça me rappelle à une mesure en moins. Il manque qu'une mesure pour que ce soit pareil, copie-coller. Vous me rappelez la période coloniale des autorités coloniales. Vous savez ce qui manque? Il manque l'interdiction de séjour. Il manque plus qu'ils nous interdisent de séjourner dans notre propre ville. Non, on y est. Et, vous savez, il manque deux mesures qui risquent d'être prises très incessamment, parce que les empêchements qu'ils font de participation, ils les font à titre préventif. Donc, ils arrêtent les gens avant de venir à la manifestation. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il manque une deuxième mesure, ça va être l'assignation à résidence. Ils vont commencer à transporter les gens d'une wilaya vers une autre wilaya. Voilà, assignation à résidence et interdiction de séjour. Voilà, qui existait, qui était une mesure purement administrative. D'ailleurs, les walis ont la possibilité jusqu'à l'heure actuelle d'utiliser ces mesures. Les walis peuvent assigner à résidence? Oui, ils peuvent assigner à résidence ou faire assigner à résidence. Et la législation leur permet de le faire à titre préventif pour des raisons de sécurité. Voilà. Très bien. Le régime policier dans toute son ampleur. Non, je vais vous dire une chose. On est à la limite, on n'est pas très loin de la période de 90 avec la création des cours spéciales et des camps du Sud. Utilisés en la matière. Et des camps du Sud. On est pratiquement à la limite des mêmes conditions qui avaient justifié la création des cours spéciales et des tribunaux spéciaux dès que la période de la décennie. Voilà. Merci, Maître Ahmed Mabarak, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Je suis à votre service, au service plutôt de la défense des droits et des libertés. Merci infiniment. Nous sommes arrivés à un stade où actuellement, je peux dire que nous, notre vœu était de construire un état de droit. Nous sommes pratiquement dans un état de non-droit. Oui. Merci beaucoup. Au plaisir. Je vous remercie. Alors, Maître Ahmed Mabarak, mes chers amis, il nous a donné la matière pour commencer le prochain sujet. Il parle donc du Haut Conseil de sécurité qui, en son temps, avait donné l'accord pour la création des camps du Sud, l'interruption du processus électoral, la désignation du HCE. Et maintenant, ce Haut Conseil de sécurité vient de décider, écoutez bien ce verbe parce qu'il va beaucoup compter, décider de classer Rachad et le MAC parmi les organisations terroristes. On est d'accord? Oui. Or, ce HCS, qui avait été créé en 84, je crois, 1976, a des attributions consultatives. Il n'est pas habilité à décider. Il est installé pour être consulté, donner son avis par le président de la République, lequel après pourrait instrumenter des dispositifs pour soit légiférer ou prendre un décret, etc. Or là, on nous apprend, et c'est là où on voit toute l'étendue des dégâts, ce sont des bricoleurs. C'est comme s'il n'avait pas de conseiller juridique, c'est comme s'il n'avait pas de conseiller tout court. On nous dit le Haut Conseil de sécurité a décidé. Alors, on va essayer de lire, et je vous laisserai en parler. Alors, j'ai tellement de paperasse que... Voilà. Bon, donc il a décidé de classer... Voilà, je l'ai. Je passe, après avoir écouté les interventions du membre du Conseil de sécurité sur les questions, etc., le Conseil a également étudié les actes d'hostilité et d'incitation commis par les soi-disant mouvements Rachad, les soi-disant mouvements.
Rachad et le MAC qui vise à déstabiliser le pays et à porter atteinte à sa sécurité, et a pris dans ce cadre une décision. C'est le Conseil consultatif. Il a pris dans ce cadre une décision de les mettre, c'est même pas de les classer, de les mettre sur la liste des organisations terroristes. Vous saviez, vous, qu'il y a une liste des organisations terroristes? Je ne savais pas. Et les traiter de cette manière. Et je vous laisse en parler. D'abord sur le MAC et sur Rachad, avant d'arriver. Est-ce que le MAC et Rachad sont des organisations terroristes? Alors, commençons par Rachad. Oui. Rachad, mouvement créé en 2007. 2007, moi personnellement, la lutte non violente, j'en connais déjà, j'ai une petite culture, mais liée au contexte algérien, on peut remonter toute l'histoire de toute leur production littéraire, télévisuelle à travers leur chaîne Al-Asr, leur communiqué. L'Asr qui était la chaîne de Rachad. La chaîne qui était ici à Paris. Ici à Paris. Oui. Ici à Paris, ils avaient une chaîne de télévision dans laquelle apparaissait Dina, etc. depuis des années, Oui, oui. bien avant. C'était l'un de leurs invités, de leurs fréquents invités à l'époque. Personnellement. D'accord, voilà, donc tu connais Je très venais bien. de Lyon Tout- à Paris à pour Paris. passer dans leur studio. Voilà, donc ils parlaient déjà à l'époque de la non-violence. C'était leur leitmotiv, c'était leur credo. Oui. C'était leur credo politique, la non-violence. C'est le comble de l'ironie que de les classer aujourd'hui comme un mouvement terroriste. Lui qui a tiré toutes les conséquences du passé militant algérien et de toutes les tragédies, notamment la plus grande, celle de la décennie des années 90, pour décréter de façon, je dirais, inattendue, face à tout le monde, la non-violence, la non-violence, la non-violence, avec tous des développements, des conférences, etc., etc. Les classer comme mouvement terroriste... Mais nous allons rester d'abord sur Rachad. Oui. Alors, et après, on vient sur le MAC. Est-ce que Rachad a commis un acte terroriste? Est-ce qu'il a revendiqué un acte terroriste? Rachad, Oui. Est-ce qu'il a des écrits à connotation terroriste? Est-ce que les pays étrangers les ont interpellés pour de quelconques attentats? À votre avis? Absolument pas. Absolument pas. On n'en trouvera même pas un soupçon d'article ou d'appel ou etc. qu'on pourrait d'apologie Oui, à la terreur ou à la violence. Aucune. Bien au contraire, j'ai dit, ils sont aux antipodes de tout ce qui a trait ou un lien direct ou indirect avec la violence, quelle qu'elle soit. C'est la non-violence comme doctrine politique. Donc c'est pour cela que ce pouvoir, il est complètement, je dirais, aux abois. Il a perdu la tête en cherchant le seul prétexte à leur coller, qui est celui du terrorisme. Mais quand il dit classé dans la liste des mouvements terroristes, c'est au niveau national ou est-ce qu'il va communiquer à l'international? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai rien compris. Si Jamaldine, vous me faites rire. Eh Vous me faites rire. Wallah, depuis les années 90, milieu des années 90, je n'arrête pas de suivre ce pouvoir de fournir un jour un soupçon de dossier qui tient la route à présenter à Interpol pour l'extradition d'un quelconque, je dirais, judiciarisé algérien. Chose qu'il n'a jamais obtenue. Malgré ses nombreux mandats d'arrêt internationaux. Il n'a jamais obtenu une seule extradition. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont des bras cassés, c'est Incompétents. C'est des incompétents. Arboble incompétent. C'est des incompétents invétérés. C'est des incompétents invétérés. Si vous me permettez, Oui, juste un point très Oui. important aussi. Vous prenez le cas de Mourad Dihina. Oui. On peut dire ce qu'on veut de lui parce que c'est vrai, c'est une personne qui est appréciée de certains, non appréciée d'autres, ce qui Comme est tous normal. les politiciens. Comme tous les tout à politiciens. Est-ce que vous pensez qu'à l'international, notamment dans les pays développés, vous prenez par exemple la question du nucléaire, la question des sécurités, de la sécurité nationale, des secteurs stratégiques. Est-ce que vous pensez que dans ces pays européens qui sont ultra développés, ils mettent une personne
terroristes, entre guillemets, dans le secteur. Par exemple, Mourad Hina, quand j'ai lu ce qui... Déjà, c'est quelqu'un qui est diplômé de Massachusetts, MIT aux États-Unis. Il est collaborateur de l'Institut fédéral suisse de technologie de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Ça veut dire que vous voyez la sensibilité, c'est incroyable. La sensibilité dans un du terroriste domaine au milieu du nucléaire dans européen. elle exerce. Autre chose, c'est très important de soulever parce que là, ce que lance le pouvoir algérien, on ne va pas rentrer dedans dans le sentimental, il faut qu'on explique les choses clairement. Vous prenez des organisations qui sont déclarées terroristes, même si l'organe qui les a déclarées, il est à caractère consultatif et non pas décisionnel. On le consulte, il ne prend pas de décision. Absolument. Un pays qui déclare qu'il y a des organisations terroristes et qui sont hébergées ou dont la majeure partie des éléments se trouvent dans d'autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le pouvoir algérien, comme tu le dis depuis tout à l'heure, il se met de plus en plus dans un cafouillage duquel il ne va pas sortir. Hein, je vous le dis, il ne va pas s'en sortir parce que là, qu'est-ce qu'il remet en cause? Il remet en cause la crédibilité des instances officielles françaises, la crédibilité des instances officielles anglaises, allemandes, suisses, parce que les gens du MAC, les gens de Rached, ils se trouvent principalement dans ces pays. Dans ces pays. Ça veut dire que, en principe, d'après l'histoire, d'après toutes ces relations stratégiques, lorsque un pays déclare une organisation terroriste qui est hébergée dans un autre pays, la première des choses, c'est de rappeler les diplomates, c'est de rappeler l'ambassadeur, comme quoi ce pays partenaire, finalement, il héberge des terroristes. Donc là, il se met dans une contradiction totale. Absolument. Alors, il y a une chose, vous avez dit, on a dit ensemble, il n'a jamais obtenu une quelconque extradition. Ah, jamais. Si, on se ça, trompe. oui, je sais. Laquelle? Celle de l'homme d'affaires, là, qui était Khalifa. Khalifa, oui. D'accord. Il y a une autre qu'ils ont obtenue avant la demande d'extradition. Ils ont obtenu, ça veut dire, M. Pasqua, à l'époque, il avait compris leurs intentions et il leur avait extradé quelqu'un, un grand criminel, avant qu'il le demande. Amelou. L'assassin de Nsili. Oui. Là, ils ont obtenu. Voilà, mais sauf que monsieur, quand il est rentré, ils n'ont pas mis en prison. Oui. Ils lui ont offert une villa près de la plage. Au contraire, il était presque candidat aux élections locales. Il s'est présenté candidat aux dernières législatives. Oui. Mais le bonhomme, aux élections locales de 2017, il est protégé. Il était sur le point d'être candidat. Ça veut dire son dossier, s'il n'y avait pas un travail de militants du FFS qui ont fait un travail, Abdelmalek Amelou aurait été éventuellement élu à la tête d'une commune. Et Alors il protège les terroristes, ils les font élire, et pas que lui, les vrais terroristes. Je lui ai donné deux autres noms. Abdelrazak El-Para, Hassan Hattab, qui est recherché par la justice algérienne, était logé dans un hôtel du DRS à Ben Aknoun avec leurs enfants scolarisés par des professeurs qui venaient leur donner des cours, des enseignants, et le DRS a refusé de les restituer à la justice. Et c'était des terroristes, des vrais terroristes, qui ont tué de vrais gens. Ah ben pour dire... Et au moment où on traite le MAC et Rached, jusqu'à preuve du contraire, on connaît les militants, on a tous dans notre entourage des militants du MAC, des militants de Rached, qui sont ultra-pacifistes, qui sont dans le Hirak. Au moment où on traite les militants du MAC et de Rached de terroristes, on déclare que Madani Mzrag est une personnalité nationale. Personnalité à consulter, consultable pour l'avenir du pays. Merci de l'avoir rappelé. Alors, avant de poser la question, pourquoi ils les désignent comme terroristes, pourquoi ils les font monter en épingle? Parce que très franchement, le MAC comme Rached, chacun dans son volet. Moi, Rached, je les connais très bien, je les connais tous. C'est tous des universitaires de haut vol, tous des gens très pacifiques. C'est des conservateurs qui refusent même la dénomination d'islamiste. Oui, ils disent, nous sommes des conservateurs. Nous sommes attachés à nos traditions. Le MAC, je ne les connais pas, mais je sais une chose, c'est que le MAC n'a jamais commis la moindre violence. Absolument. Jamais. Absolument. Jamais on a entendu parler d'une consigne. L'affaire lorsqu'il a dit qu'il faut se préparer à la contrainte physique, ça c'est en Kabylie. Oui. Ça, il a dit, c'est comme l'ALN, le FLN, il faut avoir une force pour contraindre, Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas du terrorisme. Alors, avant d'en arriver là, je vais vous lire ce qu'a communiqué le ministère de la Défense nationale le 25 avril sur le MAC. Alors, je vais vous demander d'écouter très attentivement. 25 avril. Parce que c'est très fort de café.
et je vais vous poser des questions. Alors, je le cite, dans la continuité des investigations sécuritaires, ça veut dire qu'il y a eu une vraie enquête, Oui. Relative à l'opération menée la fin du mois de mars 2021, ça veut dire l'affaire Dahdoh, par les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale, ayant permis le démantèlement, je vais souligner, Ouais. d'une cellule criminelle composée de partisans du mouvement séparatiste MAC, impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, en sus de la saisie d'armes de guerre et d'explosifs destinés à l'exécution de ces plans criminels, une dangereuse conspiration ciblant le pays, fomentée par le dit mouvement, a été dévoilée. Est-ce qu'elle a été dévoilée, cette opération? Est-ce qu'on a vu les armes, les explosifs? Est-ce qu'on sait qui sont ces maquistes qui ont été pris la main dans l'explosif? Au contraire, moi je pense à une action qui a été menée en Algérie en 2019 pendant le Hirak. Ce n'était même pas une action, c'était une réaction des jeunes dans le Hirak. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient identifié un groupe qui faisait partie de la sécurité des agents de police qui étaient déguisés en civil, qui avaient ramené dans les poches et dans les vestes des pierres. C'était pour en découdre avec la CRS. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Le peuple, il était tellement à fond dans sa silmia, dans son pacifisme, il les avait même menottés avec les moyens du bord, il les avait isolés pour continuer la marche en toute sérénité. C'est ça ce qu'il fallait, ce que le pouvoir veut cacher. Ça veut dire que c'est le pouvoir qui voulait provoquer, c'est des agents provocateurs qui voulaient provoquer la violence en mettant au sein dans du Hirak, en mettant dans le Hirak des agents civils. Des infiltrés avec des pierres, avec des armes blanches. C'était pour que le Hirak puisse en découdre avec les services de sécurité, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, les images qui nous reviennent, d'ailleurs même, si le monde était vraiment il marchait sur ses pieds, on a des images depuis 2019 qui peuvent être classées les meilleures images de l'année en Algérie 2019. En termes de pacifisme. 2021 en termes de pacifisme, c'est-à-dire des agents de sécurité. Là, bien sûr, on ne parle pas de toute la police, on ne parle pas de tous les CRS, parce que je rends un grand hommage à ces agents des CRS, de la police, qui, grâce à eux, il n'y a pas eu plus d'arrestations, plus de violence. Parce qu'il y a toujours, comme on dit en algérien, ou l'aide familia, ou l'aide halal, qui veulent vraiment éviter qu'il y ait vraiment cette confrontation. Donc là, moi, ce que je pense réellement, c'est que c'est juste un subterfuge, c'est une tentative de détourner l'opinion publique, parce qu'on le veuille ou pas. Moi, je peux même donner l'exemple de ces militants du MAC qui viennent à République, à Paris. Ils viennent avec leur drapeau assister au Hirak. Il y a même des personnes qui viennent filmer avec des appareils photo. Ils filment des Algériens en train de mener des manifestations et ils diffusent ça sur les réseaux sociaux. Mais précisons une chose, les gens du MAC ne sont pas dans le Hirak. Non, ils ne revendiquent pas les mêmes choses que ce que demande le Hirak. Je peux vous assurer qu'il y a un nombre important de militants du MAC qui voient que ce Hirak peut apporter quelque chose pour tout le Maghreb, pour toute l'Algérie, parce que une bonne partie des militants du MAC, ils ont rejoint le mouvement par désespoir. Par le Hagara. Oui. Vous voyez, par exemple, moi, je n'ai pas choisi ce chemin. Moi, j'ai choisi le chemin de l'unité nationale et de l'unité du Maghreb pour faire tomber ce régime pacifiquement. Vous allez vous faire lyncher pour ce mot, Maghreb. Il n'y a pas de problème. Ils vous disent qu'il ne faut pas dire Maghreb, il faut dire Afrique du Nord. On dit Afrique du Nord, c'est pas, le mot ne pose aucun problème. Absolument. Je peux dire Maghreb, je peux dire Thamazra, c'est l'Afrique du Nord, c'est la L'Afrique du Nord, on peut dire n'importe quoi. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de militants qui ont rejoint le MAC parce qu'ils étaient dans le désespoir. Et ce qui a été produit depuis le 16 février, le 22 février en Algérie, donne de l'espoir à ces militants qui disent peut-être, finalement, cette idée de séparer une région d'Algérie. Il y a eu beaucoup de désistements qui ont rejoint le Hirak. Parce qu'ils voient que le Hirak, c'est une solution nationale. Ça leur apporte ce qui n'avait jamais été espéré, ce que nous n'avions jamais espéré nous tous. C'est très important de savoir et de dire que le pouvoir joue sur les sensibilités culturelles, linguistiques, sur les sensibilités sociales, idéologiques et géographiques entre Algériens, en les divisant. C'est l'aile en 2000, je pense que c'était en 2014, lorsqu'il a dit à Annaba, il a dit, comme on dit à Constantine, Shawiya Hassan Nas.
Voilà, Hachan Amtarbi. Là, il n'y a rien de kabyle là-dessus. Mais entre deux régions de l'Est algérien, il veut créer une division. Absolument. Ça veut dire que la Kabylie, c'est une région parmi d'autres qui subit ces atrocités de division. Absolument. Et donc là, le désespoir qui est inculqué dans l'esprit, dans le cœur des jeunes, a fait que certains ont choisi une solution extrême, mais jusqu'à preuve du contraire, ni le MAC, ni Rached. Ça, c'est mon témoignage. Oui. Je le dis devant tout le monde. Je connais des militants, pas mal de militants du MAC, pas mal de militants de Rached, qui n'ont jamais appelé à la violence. Au contraire, ils veulent que les choses se fassent pacifiquement parce qu'on a vécu pas mal de violence. Absolument. J'aimerais juste apporter donc une précision. Donc il faut le dire, hein, c'est-à-dire que le MAC, s'il n'est pas anti-Hirak, il est moqueur du Hirak. Hein, la dernière ou l'avant-dernière intervention du président de ce mouvement lui-même, quand il traite le Hirak de Hirakouche. Encore dans le truc kabyle. Donc, il n'a pas le même agenda que le Hirak, il n'a pas la même stratégie que le Hirak, il n'a pas les mêmes objectifs que le Hirak, mais, bien entendu, il faut le reconnaître que ce n'est pas du tout un mouvement terroriste. Absolument. Il est loin de l'être. Absolument. Voilà, ça il faut... Alors, pourquoi Nordine Absat, pourquoi est-ce qu'ils l'ont classé terroriste et avec Rached? Je vais te le dire. La dernière fois, je t'avais sorti... sacrifier le prunier pour protéger le péché. Il y a une autre stratégie aussi. Donc toujours, c'est des stratégies très anciennes qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire du temps de Sun Tzu, le fameux stratège chinois. L'art de la guerre. Voilà, l'art de la guerre, l'auteur de l'art de la guerre, qui dit que montrer du doigt le mûrier pour fustiger le sophora. Montrer du doigt le prunier, le mûrier, pardon, pour se fustiger le sophora. Donc ici, on montre du doigt Rached et on montre du doigt le MAC, mais en fait, ce n'est pas Rached en tant que tel qui est visé, et ce n'est pas le MAC en tant que tel qui sont visés, mais ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est quoi? Les islamistes et les kabyles. Et les kabyles. Et les kabyles, voilà, donc progressistes, démocrates, etc. Voilà. Et les terroristes. Voilà, parce que pour certains, il faut le dire, pour certains, entre guillemets, moi j'aime pas les appellations, mais prenons-le juste comme ça pour désigner sans, je dirais, aucune connotation, les conservateurs, ceux qui sont à demi-Hirak ou un peu réticents ou se sont retirés du Hirak, etc., ils te disent, soi-disant, leur argument, c'est que le Hirak a été infiltré par les Zouaves. Non, le conservateur. Hein. C'est-à-dire qu'il a été... Double rupture. Voilà, double rupture. Voilà. Les islamistes ont pris... Et les autres, c'est pareil aussi. Et les autres, c'est pareil. Donc, les modernistes, etc., ils te disent qu'il est infiltré par les islamistes, en l'occurrence Rached. Et donc, qu'est-ce qui est visé? C'est ceux-là qui sont visés derrière. Un exemple, le Qadi Hussein, par exemple. Lui, on se souvient... Merci d'avoir... On se souvient de sa tribune dans laquelle pourquoi la place de Rached doit être protégée dans le Hirak. Elle a fait beaucoup de bruit. Hein, elle date de quoi? Et ça lui a valu beaucoup de... Parce qu'il a mis bien sûr, le doigt sur le... Lui, il a compris la stratégie du pouvoir. Il a compris pourquoi Rached était visé. Et de sa posture, de son positionnement, de son statut, de son image, il pouvait bien dire cela et être écouté parce que ce n'est vraiment pas un islamiste. Du tout. Aucun atome crochu. Du tout. Mais il avait compris, qu'avec cette tactique de chercher à diviser le Hirak, il a dit non, ils ne sont pas des nôtres, on n'est pas des leurs, mais on est ensemble. On est ensemble pour un même objectif contre un même adversaire. Ne laissons pas cet adversaire nous diviser. Absolument. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis sous contrôle judiciaire. La première fois quand il a été convoqué, et puis maintenant, avant-hier, il revient sous contrôle judiciaire. C'est à cause de cela. Alors, je vais rajouter un autre point. C'est que là, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est que pendant 1 an et demi, d'ailleurs entre parenthèses, mais des parenthèses, je dirais, plutôt entre deux tirets, pas
de parenthèse, c'est très important de le souligner, le silence de Tebboune, il est quand même très très bavard, très très parlant. Pourquoi il se tait à 3 semaines de son élection dont il est lui-même, soi-disant, ça rentre dans son agenda. Les élections législatives, ces élections législatives, SES, sont à 3 semaines, il se tait, il ne parle pas. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas donné d'interview au journal Opinion, à qui il a l'habitude de donner des interviews. En Algérie non plus. Donc ça aussi, c'est très important. C'est que Tebboune, il a fait pendant 1 an et demi quand même la stratégie du sourire, donc montrer son sourire et cacher son sabre derrière. Il a essayé de flatter, il a essayé de caresser dans le Pas son sabre, son poignard courbe. Voilà. C'est ce qui sert à frapper dans le dos. Tout à fait. C'est ce qu'il voulait faire. Donc, il caressait dans le sens du poil, il a flatté le Hirak, le Moubarak. Qu'est-ce qu'il n'a pas utilisé comme éloge? Il les a toutes utilisées, tout le vocabulaire. Hirak el Moubarak. Finalement. C'est lui qui a Exactement, c'est lui qui est le premier. l'expression. C'est lui le premier. Il a fait des éloges, etc. C'est un Finalement, boomerang, en fait. le 22 février. C'est un bon... Un boomerang. Ouais. Voilà, Ça s'est voilà. retourné contre lui. Voilà. Le Comment on 22 appelle les gens qui vendent les camelots, des gens de foire, là, qui font des harangues dans les foires, souk. Oui, C'est des camelots, oui, des camelots je de pense. foire. Oui. Voilà. Donc lui, il a fait ça pendant 1 an et demi. Le 22 février 2021, tout ce qu'il avait fait, il est tombé à l'eau avec le retour du Hirak en force. Il a dû... Il Lui, personnellement. Il était dans une schizophrénie en croyant que la crise sanitaire, en croyant que les répressions, que les emprisonnements allaient arrêter le Hirak. Finalement, Kharrata le 16 février, puis le 22, ça nous a donné une... On n'était même une pas énorme- dans les répressions, on était au contraire. Non, je veux dire, moi, je laisse C'était manifester. avant, Avant oui, le avant la 22 reprise. février, oui, Ouais. avant la reprise. Ouais. Mais une fois que la reprise est revenue, que le Hirak est revenu en force, à ce moment-là, le discours de la flatterie, etc., du sourire, ils ne pouvaient pas le maintenir, puisque le résultat, ils l'ont vu devant leurs yeux, c'est un échec total. Donc, ils s'en sont à la répression et la violence. Juste un point, c'est très important. On parlait tout à l'heure de Ihsan El-Qadi qui est actuellement, apparemment tous les lundis, il doit aller signer parce qu'il est, sous contrôle judiciaire. Pourquoi Ihsan El-Qadi? Pourquoi Maghreb émergent? Pourquoi Radio M? Parce qu'Ihsan El-Qadi, ça je le dis clairement, il fait partie de ces journalistes des années 90 qui avaient déjà compris le jeu du système, qui avaient joué sur conservateurs progressistes, qui avaient joué sur réconciliateurs, qui avaient joué sur islamistes, anti-islamistes. C'est pour ça Donc, qu'il est Ihsan El-Qadi, détesté par les éradicateurs. j'aimerais bien citer un autre nom aussi, Ouais. Saïd Jafar. Oui. Saïd Jafar, Ihsan El-Qadi, c'était des journalistes qui avaient compris le jeu et que le pouvoir empêchait dans les années 90 à porter une voix internationale pour dire qu'en Algérie, ce n'est pas islamiste, anti-islamiste, conservateur, progressiste, c'était un pouvoir tout simplement qui menait une guerre contre le peuple. C'était le but de ma question. Ça veut dire que ces gens qui nous créent l'islamisme d'un côté et la kabylisation de l'autre, la zouavisation, Ihsan El-Qadi l'avait compris. Quand il a défendu Rachad, alors qu'il n'a aucun atome croché avec ce mouvement, il a dit non, il ne faut pas les laisser nous séparer. C'est une tactique. Ils sont en train de saper notre muraille, notre rempart. Absolument. Il ne faut pas les laisser. C'est-à-dire que pour la première fois, Sidi Jamel-Din, pour la première fois, il faut dire les choses, c'est-à-dire avec analyse froide, objective, et aussi pour la première fois que nous voyons, que nous assistons à tous ces signes d'une prise de conscience réelle. Absolument. C'est-à-dire des vrais enjeux, des vrais problèmes, des vraies sources de crise de la nation algérienne. Je trouve C'est que la vous avez première tout fois. à fait raison. Ah C'est oui, la première c'est fois la qu'on première voit fois. ce On n'a phénomène d'une façon aussi vaste, aussi large, c'est si partagé, profonde. c'est diffusé, c'est aussi, c'est même pas par dépit ou par stratégie, c'est une conviction. Les gens en sont convaincus que c'est là où se situe le problème et c'est là où se situe notre arme. Les deux piliers, les deux pieds sur lesquels est porté ce Hirak, qui est la silmiya, la non-violence plus exactement, et l'wihda, l'unité, je ne pense pas qu'il y a un seul des gens du Hirak qui pourrait te dire que c'est juste un choix. Non, c'est une conviction. Sans cette voix, sans ces armes-là, c'est une vraie conscience. C'est une vraie conscience. Le pouvoir, ça c'est une réalité, il a tenté de déterrer
la hache de guerre des années 90 que lui-même avait confectionnée, avait mis en place, en croyant que si on mettait en place dans le Hirak, si on pointait du doigt Rached et le MAC d'un côté et de l'autre, ça allait créer une dichotomie, une guerre binaire, un clivage entre les partisans du MAC, supposés être des extrêmes. Disons les partisans du MAC, du progressisme, de la démocratie et les conserves. Alors que dans le Hirak aujourd'hui, ce que vous dites par rapport à cette conscience collective, c'est que ce Hirak, il dit ni le MAC ni Rached sont dangereux pour le pays. Au contraire, c'est le pouvoir qui est très dangereux pour le pays. Et même le MAC, pour apporter, pardon, j'ai noté, le MAC, moi je considère que le MAC est un mouvement séparatiste qui veut arracher... L'autodétermination d'une région, c'est ce qu'il veut. Non, il ne veut pas l'autodétermination d'une région. Il veut l'indépendance d'une région. Ça veut dire arracher une partie du territoire algérien de l'Algérie. Et là, moi je ne suis pas de ceux mais je suis de ceux qui disent, dans beaucoup de pays européens, il y a des mouvements indépendantistes qui activent, qui ont des bureaux. C'est ça la force. La force, c'est de le laisser. Allez-y. Moi, je sais que les Kabyles sont très attachés à l'Algérie. Si tu peux les convaincre du contraire, vas-y. C'est Jamaldine, mieux encore. Ouais. Est-ce que tu dois le savoir, bien sûr. En France, par exemple, il y a combien de régions où des mouvements séparatistes existent? Ce n'est pas des mouvements séparatistes, des personnes, des couples, ils déclarent, là c'est mon État. Il a son drapeau, il a son territoire. En Bretagne, en Corse, c'est réel. Hein. Après, il y a des appartenances identitaires. En Bretagne, en Corse, c'est un mouvement. Après, là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idéologie du MAC, que politiquement, je vais combattre. Hein. Je vais combattre politiquement. Par contre, ce que le pouvoir nous empêche de faire, c'est de lutter contre des mouvements avec lesquels on n'est pas d'accord politiquement. Il veut toujours qu'on mette sur la table le sentimental, qu'on mette sur la table les accusations et la violence. Ou la diffamation, la calomnie. Aujourd'hui, le peuple, il dit non, le MAC, on va le combattre politiquement. Voilà, l'idéologie islamiste avec laquelle on n'est pas d'accord, on va la combattre politiquement. Alors, avant de revenir au dernier point, pardonnez-moi de vous interrompre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de plus en plus, particulièrement dans la communauté algérienne à l'étranger, des jeunes qui ne connaissent pas leur pays. En France, au Canada, aux États-Unis, nous avons recoupé des mêmes demandes. C'est des gens qui nous disent, quand vous parlez de quelque chose, expliquez-nous pour que nous puissions comprendre, parce que nous ne connaissons pas notre pays. D'accord. C'est un peu comme cette histoire de l'armée. Ils ne comprennent pas, ils disent, pourquoi vous dites que c'est l'armée qui... Enfin, l'état-major, pas l'armée. C'est la junte qui a accaparé le pouvoir en Algérie, qui décide de tout derrière. J'aimerais qu'on leur explique qu'avec la Constitution actuelle, l'article 30, alinéa 4, l'armée a... Maintenant, on ne peut plus s'en cacher. Avant, ils se cachaient. Ils disaient non, nous sommes neutres. Ils peuvent décider de tout de façon constitutionnelle. Tout à fait. Ça veut dire que cette Constitution qu'ils ont fait passer leur donne le droit constitutionnel de faire n'importe quoi. Mais nous allons voir les images du générique de dernier documentaire de l'armée, où vous allez voir qu'elle le donne à la télévision pour le diffuser, mais c'est un documentaire qui a été réalisé par l'armée et il ne s'en cache pas. Tout à fait. Regardez. Tout à fait. Nous allons voir le générique, puis la fin, le générique de fin. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Alors j'ai relevé quelque chose. Alors, c'est incroyable. Imaginez-vous qu'en France, par exemple, ou en Allemagne, le ministère de la Défense fait un documentaire de ce genre pour agiter les épouvantails et les spectres de la main étrangère et qu'il vous signe réalisé par la Direction de l'information et de l'orientation. De l'orientation. C'est un peu comme si j'avais dit « et de la propagande ».
Oui, oui. Hein, l'orientation. Oui, oui, oui. Avant, au moins, il disait un peu la sensibilisation. Voilà, voilà. Mais là, de Oui, l'orientation. l'orientation. Hein. Oui, comme Le- les gens sont égarés, c'est Il le dit, un le troupeau de pire- brebis qu'il faut orienter. Le pire péché Oui. d'un journaliste, c'est d'orienter ses invités Voilà. ou son public. Tout à fait. Alors, eux, ils disent direction de l'information et de l'orientation. Alors, j'aimerais que nous fissions cette émission par cette grande histoire du médiateur de la République, M. Karim Younes, somme toute très sympathique, qui vient d'être limogé et qu'il a appris par la rue. Il ne savait pas qu'il a été limogé. On se demande, d'habitude, ils ont la politesse de dire appelé à d'autres fonctions, parti sur sa demande, parti pour des Remplacé, raisons de santé. Mais là, ils disent limogé, c'est-à-dire c'est un vrai règlement de compte, c'est un flingage. Mais regardez ce qu'il dit, lui, je vous laisse en débattre, il nous reste quelques minutes. Lui, ce qu'il dit, hein, en réponse au journaliste qui lui a posé la question, dans la nouvelle Algérie, regardez le sarcasme, hein, Oui. dans la nouvelle Algérie, on apprend son limogeage dans la rue. Autre temps, autre mœurs. Le principal concerné n'est pas informé. C'est terrible. Fin de citation. Oui, 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 mais c'est mérité. C'est mérité. C'est lui le premier qui a vendu la nouvelle Algérie. Hein, on se souvient bien Du tous panel, voilà, du panel. de Voilà, dialogue. c'est lui le dialogue. C'est lui qui était le VRP, le vendeur représentant placier de cette nouvelle Algérie. Et puis c'est lui qui était après par la suite la commission du dialogue, etc. Voilà ce qui arrive. Ce pouvoir, c'est Jamel Din. Il y a quelqu'un qui était dedans, qui a occupé de grands postes, qui le définit. Je crois qu'on en a une fois évoqué le mot. Il a dit nous sommes les harkis du pouvoir. C'est d'Ahmed C'est Rosal. Ahmed Rosali, voilà. Nous sommes les harkis du pouvoir. Ce n'est pas des commis du pouvoir. Être commis du pouvoir, être commis de l'État. Il faut reconnaître qu'il a eu beaucoup de courage de l'avoir dit. Oui. À un bien moment, sûr, à un bien moment sûr, où bien c'était sûr. très difficile. Que ça vienne de sa bouche, ça montre bien quelle est la relation, quel est le rapport. C'est un peu comme les harkis qui en 62 ont été abandonnés comme des malpropres par l'armée française des et deux qui côtés, voilà, Oui. ils ont été laissés pour compte et ils sont partis avec les pieds noirs. C'est un peu ce qui se passe à ces gens-là. Et ça doit être une leçon pour ces nouveaux arrivistes là, le carnaval fait de charade. Les députés, voilà, là. les petits, voilà, les candidats à la députation, plutôt à la dépitation, s'ils avaient... Dépitation. Oui, à la dépitation, voilà. La dépitation Ça de la seront société, ils seront des devenus, richesses. ils deviendront les dépités comme lui, les dépités par Ouais, cette situation. dépités, ouais. Dépités, c'est le sentiment. Ils le seront Après, aussi. c'est Ahmed Rosali, s'il a dit nous sommes les harkis du régime, du pouvoir, à se poser la question pourquoi il l'a dit et quand il l'a dit. Il l'a dit lorsque le pouvoir s'est rendu compte qu'il ne servait plus à rien. Ah oui, bien sûr, une fois qu'il a quitté. C'est la même chose pour Karim Younes. À un certain moment, lorsque le pouvoir remplace Ben Salah, il y avait Gaïd Salah et tout, qui espérait que Karim Younes allait constituer un groupe dans toutes les wilayas pour essayer d'amadouer le Hirak, de calmer le Hirak, peut-être d'en finir avec, pour rentrer dans les rangs. Comme il n'a pas réussi, non seulement sur le panel de dialogue, mais il y avait le référendum qui avait suivi une année plus tard les élections présidentielles. Et là, ça s'affiche, ça s'annonce chaud pour les élections législatives. Donc, ils ont besoin de renouveler. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas cette histoire de Karim Younes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été désigné par le régime, il est dégommé par le régime. Mais je préfère parler plutôt, vous m'excusez, je préfère parler de ces pompiers qui ont été arrêtés. Ils ont été non seulement mis à pied, mais pour le moment, ils sont arrêtés. J'ai des sources officielles Arrêtés? que les 230 pompiers qui ont été en Algérie, qui ont été Suspendus. menacés, Suspendus. ils sont suspendus. Oui, Ils sont suspendus, suspendus oui. jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que depuis... Et leurs collègues ça- menacent d'une démission collective si le pouvoir ne revient pas C'est sur à cette partir, décision. justement, c'est à partir de là que je fais un appel à tous nos concitoyens, à toutes les corporations en Algérie, parce qu'il y a de plus en plus de mouvements sociaux qui se préparent. L'été en Algérie, d'habitude, il est chaud. Cette année, je pense qu'il va être malheureusement encore plus chaud. Torride. Vous avez les pompiers, vous avez nos professeurs. J'affiche mon soutien à mes consoeurs qui ont été tabassés, agressés, violés à Bourj Baji Mkhtar, à tous ces travailleurs dans les usines qui sont menacés d'être expulsés
entre guillemets, à cause de la crise économique. Je préfère parler de cela. Ils sont suspendus, ils sont arrêtés. Après, M. Djemeldine, les événements s'enchaînent et je tiens à dire aussi que la diaspora va enchaîner ses actions. Bravo. Nos compatriotes en Algérie, ils doivent savoir qu'à partir de demain, on est le 20, il va y avoir au boulevard de la Villette un rassemblement des Algériens devant Amnesty International. Le 23 mai, il va y avoir une marche à Strasbourg de la Cour des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme, jusqu'au Parlement européen. Et les Algériens vont venir de partout. Ils vont venir de partout. Le 29, Inch'Allah. Moi-même et quelques amis, nous allons y aller. Vous, Très bien. Nordin Ossat? Je travaille ce jour-là. Dommage. Le 29, je serai. le 29, il va y avoir un cortège de bus et de voitures de Paris à partir de 5-6 heures du matin jusqu'à midi à Genève pour faire un rassemblement devant le Haut Commissariat des droits de l'homme auprès des Nations Unies. Et le 6 juin, Inch'Allah, à Paris, il va y avoir une grande marche de toute la diaspora algérienne, de République jusqu'à Bastille. Il faut que nos compatriotes sachent que nous sommes loin de l'agenda du régime qui traite toutes les voix discordantes de rapport avec les forces étrangères, etc. Pas de forces étrangères. Le problème algérien, il sera réglé par les Algériens, mais nous sommes dans le devoir de sensibiliser les gouvernements occidentaux et surtout les peuples et les représentants des peuples en leur disant voici ce que fait le pouvoir algérien en termes de violation des droits de l'homme, en termes de viol, en termes de répression, en termes d'emprisonnement abusif vis-à-vis du peuple. Et voici ce que font les terroristes. Et voici ce que font les terroristes. les vrais terroristes. Les Algériens qui marchent pour leur dignité, pour un état de droit. Ce ne sont ni Rachid ni le MAC. Les terroristes, le vrai terroriste ni en le Algérie Hirak. qui terrorise le peuple algérien, c'est le pouvoir algérien. Alors, cette émission est terminée malheureusement. C'était passionnant de vous écouter. Merci. Alors, il y a une chose. Demain commence la campagne électorale. Ouais. Des panneaux vont être mis en place. J'imagine que beaucoup d'Algériens vont se mettre au travail aussi, comme la dernière fois. Hein. Nous avons une tradition algérienne pour réagir à notre façon sur ces panneaux de la campagne électorale. Mais sinon, mes chers amis, très sérieusement et très tristement, avec une réelle colère et avec beaucoup de colère, ce viol collectif commis contre nos filles, contre nos sœurs, il faut réagir. Il ne faut pas accepter cela. Ce sont des enseignantes qui logeaient dans un logement de fonction parce qu'ils ont abandonné leur famille pour aller enseigner à nos enfants. Sacrifice. Dans d'autres wilayas. Dans d'autres wilayas, très loin de chez elles. Et elles ont été livrées à elles-mêmes, au point où 4 individus arrivent tout doucement. Rappelez-vous, c'est comme les années terroristes quand ils arrivaient à Ben Talha, ou qu'ils commettaient leur carnage, leurs crimes, qu'ils égorgeaient les gens et qui repartaient avec leur butin tranquillement, escortés par les hélicoptères. Nos filles, nos sœurs ont été victimes d'un viol indicible, inqualifiable. Et vont bien sûr nous la jouer, arrêter les 4 agresseurs. Mais le mal est beaucoup plus profond que ça. Le mal vient de très loin et c'est le moment ou jamais, mes chers amis, de resserrer nos rangs, de rester ensemble, de ne laisser personne nous diviser, de ne laisser personne nous dresser les uns contre les autres. Nous sommes tous des compatriotes d'une même patrie. Qbaïl, Chaouia, Arab, Bni Mzab, Touareg, Chinois, conservateurs, islamistes, laïcs. Et nous allons régler nos problèmes et nos différends de la façon la plus démocratique qui soit, en nous parlant, en débattant, en discutant, et nous ne laisserons plus personne et plus jamais ces soudards rentrer, s'immiscer entre nous pour nous diviser pour leur plus grand intérêt, bien sûr. Selmiya, Khawa, qala khair.